de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, c'est plus clair. Toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au programme aujourd'hui, nous commencerons comme chaque semaine avec notre Média Mix. C'est l'essentiel de l'info média en images et en 5 minutes. Avec dans l'actu le programme le plus regardé de la semaine. Le champion de l'audience s'appelle Nicolas Sarkozy. Un magazine d'info en prime time, le nouveau pari de la 6 et un drôle de conseil des ministres, grève des micros dans la cour de l'Élysée mercredi. Quand les médias font mourir les célébrités, énorme gaffe avec l'annonce de la disparition de Pascal Sevran sur Europe 1, c'était lundi. Les raisons de ce dérapage. La photo a fait le tour du monde et choqué les Français. Conséquence de la crise diplomatico-olympique avec la Chine. Une guerre des images, décryptage dans Plus Clair. Sur notre plateau aujourd'hui, deux petits nouveaux. Les journalistes Véronique Auger et Vincent Hervouet. Ils travaillent depuis longtemps à France 3 et LCI. Mais l'interview du président de la République, c'était une première pour eux. Ils vont nous raconter impression. Autre baptême du feu cette semaine, Baltar en direct pour la recalée la plus célèbre du PAF. Cindy Sander est notre invitée. Elle nous racontera la folie médiatique qui l'entoure. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé. Cette semaine, deux amoureux du rugby, Patrick Sébastien et Eric Bale. Notre observatoire des séries, la webzone et notre télé des voisins sur la BBC. Pour que les adultes stoppent la cigarette, ce sont les enfants qui font la loi. Voilà pour le menu. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine résumée et mixée par Plus Clair. C'est le Média Mix préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Jeudi soir à 20h15 sur TF1 et France 2, vous avez été 11 666 000 téléspectateurs à suivre l'intervention du président de la République. C'est préoccupant pour qui ? En tout cas pas pour moi. D'accord, mais cette même intervention diffusée sur TF1 et France 2 avait pourtant quelques différences. Elle a réuni 7,5 millions de téléspectateurs sur TF1, le double de France Télé. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était le meilleur score pour TF1 de la semaine. Il y a juste la série Les Experts qui a fait mieux et qui a réuni 300 000 téléspectateurs de plus. Nicolas Sarkozy était notamment interviewé par le journaliste de LCI, Vincent Hervouet. Hervouet avec un V, monsieur le président. Monsieur Hervouet. Monsieur Hervouet. Pourquoi monsieur Hervouet ? Un V, monsieur le président. Excusez-moi, monsieur Hervouet, je me suis mal fait comprendre. Même les chaînes ont eu du mal avec l'orthographe du nouvel intervieweur, donc Vincent Hervouet. Sur notre plateau dans quelques minutes, nous on tâchera de ne pas se tromper. En attendant, le bilan de cette interview était plutôt... J'ai tellement de travail à faire. Mardi, le magazine d'info d'M6 66 minutes était programmé pour la première fois à 20h50. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour 66 minutes, votre nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous qui n'a rassemblé que 2 600 000 téléspectateurs, un démarrage décevant pour M6. Attention, ça peut être en tenue contre vous, cette histoire. À Plus Clair, on s'est amusé à compter le nombre de minutes que 66 minutes le MAG vous propose par semaine. Et si on compte la programmation du samedi, du dimanche, de la rediff du mardi diffusée le mercredi soir, cette semaine en tout, 66 minutes aurait plutôt dû s'appeler 340 minutes. Mercredi, caméra à terre à l'Élysée et colère des journalistes présents sur place pour couvrir la sortie du Conseil des ministres. Une image étonnante et qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps à la sortie du Conseil des ministres. Les journalistes ont fait la grève de l'image. Ces images que vous avez vues dans tous les JT ont été filmées par la chaîne d'info BFM TV. Nous avons rencontré une de ces journalistes sur place le jour même. Elle nous explique ce qui s'est passé. Habituellement, le Conseil des ministres, on a accès à la cour et les journalistes peuvent se balader un petit peu partout, courser les ministres pour leur poser des questions. Mercredi, quand on arrive, on voit une corde située vraiment très à gauche de la cour, assez loin du perron de la sortie. On nous explique que désormais, c'est là qu'il va falloir qu'on se mette. Une explication de l'Élysée est alors donnée aux journalistes. La semaine précédente, il y avait eu quelques problèmes. Christine Boutin avait failli se casser la figure. Donc ils se disent, il va y avoir un accident un jour avec les bagnoles qui démarrent. Il y en a un qui va se retrouver en l'air. Ça sera ridicule et c'est dangereux potentiellement. Donc ça les ennuie qu'on les course. La deuxième explication moins officielle qui circule serait que les ministres avaient pour consigne de ne pas parler aux médias avant l'intervention du président ce jeudi soir à la télé. Toujours est-il qu'un nouveau dispositif devrait être mis en place dans les prochains jours. Alors, cordon de sécurité ou corde de la discorde ? Alors la solution qui tient la corde là, ce serait de faire un truc en L, comme ça. Donc nous, on se mettrait le long de ce parcours qu'emprunteraient les ministres pour aller à leur voiture qui serait garée de l'autre côté. Donc voilà, ils réfléchissent à ça. Rendez-vous mercredi prochain pour le nouveau dispositif élyséen.
Mercredi, ce pastiche du Monde était en kiosque avec un titre provoque et une photo choc. Alors forcément, quelques questions se posent. D'abord, pourquoi cette une ? Quand on sort un pastiche comme ça, on se dit, voilà, on va foutre la merde, le boxon, dans les médias et inciter les gens à se poser des questions sur cette actualité qui consomme en permanence sans jamais s'arrêter. N'est-ce pas de mauvais goût ? C'est pas assez de mauvais goût. L'idée, c'est de faire le truc le plus de mauvais goût possible. Parce que justement, il faut provoquer, il faut faire réagir les gens. Enfin, l'Élysée a-t-il réagi ? Pas que je sache, mais voilà, c'est un peu normal. Vous savez, Sarkozy avait dit à l'époque du procès des caricatures que il valait mieux qu'il y ait énormément de caricatures, que pas du tout. Bah voilà, là il est servi. Stéphane de René n'en est pas à sa première une choc. Il y a 4 ans, il proposait celle-ci. Lundi, la chaîne allemande ARD a réveillé ses téléspectateurs avec des présentateurs super funky d'une matinale un peu spéciale. On doit vous prévenir, nous avons tous plus de 60 ans. Tous ces présentateurs que vous voyez ont eu leur heure de gloire à la télé allemande. Aujourd'hui, l'équipe est à nouveau réunie et vous présente le Morgen Magazine. Ils ont l'air calmes comme ça, mais tous sont en réalité très angoissés. Lui, c'était le monsieur info de la matinale. Madame, monsieur, bonjour. Ça, c'était son tout premier JT. Et aujourd'hui, Joe Brauner reprend du service. Elle, c'est la première Miss Météo allemande. Une masse d'air froid arrive par le nord et menace l'anticyclone. Aujourd'hui, voici la même Miss Météo avec quelques années de plus. Les prévisions météo ne sont pas bonnes pour le Sud. Et s'ils sont tous de retour, c'est pour une semaine thématique sur le vieillissement. Objectif, montrer que les plus de 60 ans ont toujours la pêche. Je m'amuse beaucoup aujourd'hui. Et vous ? Europe 1, France 2, plusieurs sites internet, tous ont annoncé la mort de Pascal Sevran lundi soir avant de démentir et de s'excuser. Alors comment un tel dérapage est-il possible ? Les médias vont-ils trop vite ? Retour sur le couac de la semaine avec Christelle Rebière. Tout d'abord donc cette information que nous avons appris il y a juste quelques minutes, Laurent Delpech, la mort de Pascal Sevran, il avait 62 ans. Une info donnée par Jean-Pierre Elkabbach en personne et que la rédaction n'a pas eu le temps de vérifier. L'information se répand comme une traînée de poudre sur Internet et arrive jusque sur France 2 en direct. Un confrère et animateur de France 2 vient de décéder, il s'appelle Pascal Sevran. Idem sur Direct 8. On a appris il y a quelques instants seulement la disparition de Pascal Sevran. Et même sur France 3 Limousin, région dans laquelle habite Pascal Sevran. Je viens juste à l'instant d'apprendre le décès de Pascal Sevran. On a confondu vitesse et précipitation. C'est un risque de dérapage aujourd'hui possible avec la concurrence effrénée qu'il y a autour de l'information qu'on veut être les premiers à donner d'une façon générale, avec notamment Internet aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, effectivement, là, est assez invraisemblable. Tout aussi invraisemblable, un quart d'heure après à peine, marche arrière toute. À l'instant, un communiqué de France 2, France 2 qui annonce que Pascal Sevran n'est pas décédé. Et on s'excuse évidemment auprès des amis, de la famille de Pascal Sevran, auprès de Pascal Sevran lui-même. Et le bilan de la semaine qui vient de s'écouler est encore plus invraisemblable. Aimé Césaire serait décédé avec 24 heures d'avance, Philippe Manœuvre serait mort lui aussi, Pascal Sevran donc, et Johnny Hallyday serait au plus mal. Pendant 24 heures, l'information a tourné dans tout Paris. Il était avéré que Hallyday était quasi mourant. C'est totalement surréaliste. La profession est à l'image d'une nuée de corbeaux sur une clôture. C'est que tout le monde attend le prochain Maccabée. C'est devenu non professionnel au possible. Et c'est vrai que la profession en ce moment roule à tombeau ouvert vers des lignes jaunes improbables et qu'on prend tous les uns et les autres des risques considérables. C'est vrai que la puissance d'Internet offre une caisse de résonance formidable à la rumeur, avec une information brute de décoffrage. L'information n'appartient plus seulement aux journalistes, c'est plus l'apanage des journalistes. On a sur le net une info brute qui arrive, alors c'est un fait, on peut le regretter ou en être content, en tout cas elle arrive par YouTube, par les blogs, par Wikipédia, donc une info qui ne passe pas entre les mains des journalistes. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que le métier du journaliste reste celui de la vérification, de la contextualisation et de l'édition de l'information. Et il est urgent de revenir aux règles de base. Il faut quand même rappeler que dans notre métier, on a des fondamentaux, en tout cas un solfège, et il faut revenir à ces fondamentaux, à ce solfège, c'est-à-dire qu'une information, une vraie information en journalisme, c'est d'abord une source identifiée, puis une vérification. Sans ces deux éléments-là, il n'y a pas d'information.
Lundi, dans la presse, cette image des manifestants chinois agitant un drapeau français frappé de croix gammée, une photo choc en pleine tension diplomatico-olympique entre les deux pays. Comment, de chaque côté, les épisodes de cette crise sont-ils filmés, utilisés, reçus? Guerre des mots, des slogans et des clichés, décryptage avec Laetitia Krupa. Cette semaine, toute la presse française était tournée vers la Chine. Et dans ce flot continu d'informations, une image s'est imposée. Cette photo, parue dans le journal du dimanche, est reprise par Métro et Libération. C'est une image qui remontre bien ce que c'était que cette manifestation à Wuhan, là-bas. Ça me semblait que c'était assez, ça résumait bien assez le caractère pas très spontané et un peu excessif des manifestations chinoises. Et la photo est tellement forte qu'elle a fait le tour des émissions de télé. Les manifestants s'en sont pris à des symboles français. Regardez ce qu'on peut lire sur ce drapeau français, carrément affublé de croix gammées. Des slogans et des drapeaux français tagués d'un goût parfois douteux. Mais pour les spécialistes de la Chine, ce drapeau français avec des croix gammées n'est qu'une provocation isolée. De part et d'autre, il y a une maladresse absolue dans la manipulation des symboles. Du côté chinois, c'est volontairement méchant, brutal et parfois ridicule. Une idée partagée par un grand nombre de correspondants chinois basés à Paris. La plupart des Chinois, en vrai, ils se trouvent choqués aussi quand ils voient les images. Ils sont pas d'accord avec ce qui est créé, avec l'arrogance française et nationalisme, plutôt patriotisme en fait chinois. Dans l'autre côté, on finira jamais. Il faut dire que ce patriotisme est encouragé par les médias chinois. Depuis les incidents de la flamme à Paris, une idée domine dans les JT. À l'occasion du passage de la flamme olympique à Paris, les reportages des médias français ont manqué d'objectivité et pour la plupart ont rapporté des informations inexactes. Les Français qui connaissent bien la Chine expriment aujourd'hui leur mécontentement. C'est le cas par exemple du président du cercle franco-chinois à Pékin. La plupart des Français se posent des questions. Ils se posent des questions parce qu'on parle de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Pour savoir si le travail des journalistes français s'est compliqué ces derniers jours, nous avons contacté le correspondant de TF1. Même si on travaille avec des journalistes, avec des enquêteurs chinois qui savent très bien comment on fait, la manière dont on fait les reportages, qu'on raconte, et ben aujourd'hui, ils sentent bien qu'ils ont une pression importante de la part de leurs compatriotes. On a presque une difficulté à travailler avec nos propres collaborateurs chinois pour qui ça ne le fait plus très bien de bosser avec des médias français. Alors, les autorités chinoises ont pris l'initiative d'aider les journalistes français à y voir plus clair. Cette semaine, le ministère des Affaires étrangères leur a distribué un DVD sur les émeutes de Lhasa. Nous nous sommes procuré ce document. Il s'agit de 2 reportages avec un commentaire en français qui est, comment dire, plutôt partisan. Le 14 mars, lors d'émeutes sans doute fomentées par la clique du Dalai Lama, une poignée de personnes ont commis des crimes d'une rare violence. Face aux émeutes, des policiers ont pris des mesures immédiates. Ils ont résisté aux furieuses attaques des émeutiers en mettant leur corps en opposition. Mais en fin de semaine, changement de cap. La Chine et la France ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. La visite des émissaires français venus porter les messages de Nicolas Sarkozy a fait l'ouverture de tous les JT chinois. Monsieur Jean-Pierre Raffarin a affirmé aujourd'hui que le président français Nicolas Sarkozy désapprouvait la mairie de Paris qui a fait du Dalai Lama son citoyen d'honneur. Selon lui, c'est une décision qui va à l'encontre de la stratégie et des intérêts français. Mais les 2 pays restent sur leur garde. Le feuilleton des JO est loin d'être terminé. On est entré dans une dialectique qui est à peu près inarrêtable là jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Il y aura du spectacle, il y aura du sport sur le terrain et dans les tribunes. Jeudi soir, 90 minutes en direct de l'Elysée. Depuis, on a peu entendu les journalistes qui interviewaient le président de la République pour la première fois. 2 d'entre eux, Véronique Auger et Vincent Hervouette, ont accepté de nous donner leur regard, un regard neuf sur cet exercice très particulier. Préparation, stress, direct et impression. Et ils vont nous raconter à chaud leur première fois. Bonjour, Véronique Auger. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Charlotte. Véronique Auger, vous êtes rédactrice en chef Europe à France 3. Vincent Hervouette, chef du service étranger d'LCI. Vous avez été tous 2 choisis pour faire partie de l'équipe d'intervieweurs du président de la République jeudi soir, aux côtés de PPDA, David Pujadas et Yves Calvi. Pour tous les 2, c'était une grande première. Est-ce que vous pouvez me dire en 2-3 mots la soirée que vous avez passée? Excellente.
C'est un mot, très bien. Très frustrante. Pourquoi ? Parce qu'on repart avec des tas de questions qu'on n'a pas eu le temps de poser, parce que vraiment un quart d'heure ou 20 minutes, ou 35 minutes comme elle, qui a débordé, c'était un scandale. J'aurais pu faire 40 ou 45 minutes. Et voilà, ça commence. Jamais assez, Il se chamaille. On a demandé en tout cas à un de vos confrères ce qu'il a pensé, non pas de la prestation du président, mais de la prestation de ceux qui interviewaient le président. C'est le regard de Christophe Barbier, qui est le directeur de la rédaction de l'Express. 1h30 décrypté en 1 minute 30, grâce à Christelle Rebière. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous accueillir avec Patrick Poivre d'Arvor, en direct de l'Élysée. Le duo des 20h était là pour l'audience. L'Élysée, cyniquement, ne l'a pas caché. Il voulait appuyer l'audience de cette émission, en direct de l'Élysée, sur les 2 audiences des 2 JT présentés par les 2 présentateurs vedettes. L'hiver a été rigoureux. Est-ce que pour notamment tous les gens modestes, il y a un moyen d'alléger leurs factures en gaz ? Véronique Auger est une journaliste minérale, c'est-à-dire c'est du granit. Ça tombe et alors on a intérêt à être en face bien préparé. Et donc je l'ai trouvée très efficace. Et notamment, elle a emmené un peu le président dans les cordes en matière de pouvoir d'achat. Combattant comme ça en Afghanistan. Est-ce que, d'une certaine manière, les Français doivent se préparer à subir des représailles ? Vincent Hervouet a réussi à tirer le meilleur de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que, tout en étant peut-être un peu trop pédagogue, pas assez agressif comme il sait l'être très très bien, il a réussi à laisser Nicolas Sarkozy s'installer dans le régalien. Est-ce que l'image des clandestins, à travers cette affaire, n'est pas en train de changer ? Et en fait, est-ce qu'eux aussi, ils font pas partie de la France qui se lève tôt ? Aucun des 3 intervieweurs n'était agressif et je pense que c'est dû à un vice profond de ces émissions présidentielles. Elles sont trop préparées. Du côté de l'interviewé président de la République, il y aurait cet effet de surprise qui fait qu'il réciterait pas des fiches, il serait obligé d'être dans la spontanéité. En fait, ces émissions devraient être beaucoup plus improvisées, elles seraient sans doute bien meilleures. Véronique Auger, Christophe Barbier dit, vous avez fait une interview en granit, c'est efficace, vous avez mis le président dans les cordes. Est-ce que c'est le sentiment que vous aviez en sortant ? Non. 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 Non, parce que en réalité, mais j'ai réfléchi après. Ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai dit une phrase au début qui a tout déclenché. C'est-à-dire, vous vouliez être le président du pouvoir d'achat. Pour moi, c'était une affirmation. Ensuite, j'ai dit, les prix ont augmenté, la consommation a baissé, et qu'en est-il du gaz ? Et il me dit, vous avez fait plein de questions. Je n'ai pas fait plein de questions, j'en ai fait qu'une, puisque tout le reste, pour moi, c'était des affirmations. C'était du contexte. Sauf que c'était plein de questions pour lui. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que il voulait absolument décrire tout ce qu'il avait fait pour le pouvoir d'achat, et ça allait, il fallait pas l'interrompre, et premièrement, et deuxièmement, et troisièmement. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je l'interrompe en disant, vous répondez pas à ma question ? Mais la relance, c'est très difficile avec le président de la République. C'est très difficile, l'exercice de la relance. D'une part et d'autre part, ce que m'a dit le réalisateur après, je trouve qu'il a raison. Renaud Levanquin. Oui, il m'a dit, en fait, tu l'as amené à monter au filet. Et après, toi, t'es reparti en fond de cours. Et c'était ce qu'il fallait faire, l'amener à monter au filet. Et toi, si t'étais resté au filet, il y aurait eu vraiment quelque chose d'agressif entre vous, et ça aurait tout fait foirer. Il faut jamais... Voilà. Mais ça, sur le moment, je me suis dit, oh, zut, t'es un peu une chiffre molle, tu lui poses pas, tu le relances pas sur ta question, etc. Mais en fait, la chaîne vous a dit quelque chose à propos de ça ? Vous en avez discuté, vous avez débriefé, vous avez oui, non, mais avec Paul Daron, par exemple. Oui, ouais. mais même chose, même analyse. Donc voilà, et après j'ai eu beaucoup de SMS qui me disaient la même chose, et pas simplement de gens gentils. D'accord. Donc si vous deviez refaire l'interview du président de la République, vous formuleriez vos questions différemment, peut-être ? Plus courte, plus anglais, deux questions au lieu d'une, c'est-à-dire vous vouliez être le président du pouvoir d'achat, c'est raté. Ouais. Non, mais je pense que justement c'était pas la bonne façon de poser la question, c'était trop agressif. Vincent Hervouet, Christophe Barbier dit de vous, vous avez tiré le meilleur du président de la République. Merci Christophe. Est-ce que vous pensez ce que dit Véronique est très très intéressant, parce que vous posez, quand vous êtes en face du chef de l'État, des questions de douanier. C'est qu'avez-vous à déclarer ? Franchement, vous n'êtes pas là pour faire un édito rentré. C'est impossible de lui faire dire quelque chose. Non, sur l'Afghanistan, on a parlé 5 minutes de l'Afghanistan. Il nous a fait il a fait quelque chose de très très bon d'ailleurs, à mon avis. Il était très crédible et il a dû toucher les Français quand il a expliqué que jamais en Afghanistan on ne laisserait les enfants, les talibans, les burkas et tout ça. Sauf que
toute personne qui connaît un peu l'Afghanistan sait que la burqa, c'est pas les talibans, c'est pas les djihadistes, que la guerre qu'on fait là-bas, c'est maintenant une sorte de rébellion pachtoune, et que les Français qu'on va envoyer dans cet envasement, eh bien, vont aller se faire tuer un peu pour le roi de Prusse. Mais parce exemple, que tôt ou tard, on va négocier. Attendez, on va négocier. Moi, j'ai pas à dire ça. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Est-ce que vous croyez vraiment que? Il me répond, il me dit la vérité qu'il porte, comment il voit les choses. Moi, je ressens ça. Je trouve que c'est pas très clair, que c'est un peu démago, mais c'est pas à moi de lui dire. Mais on voyait bien que ce soit sur le fond, c'est extrêmement balisé, que ce soit sur la forme aussi, tout est millimétré, tout a été pensé. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, parfois, d'être plus dans une opération de com que dans une interview présidentielle? Non, parce qu'il y avait trop d'enjeux. Peut-être pour lui c'est une opération de com, mais je pense que d'une certaine façon il sentait l'enjeu. C'était très important. Enfin, quand même, on voit comment il est dans les sondages. Pour lui, c'est important de rebondir et c'était important de réussir. Maintenant que les gens soient d'accord, les compris, elle est acceptée ou pas, ça c'est après à chacun de décider. Il y a depuis un an, on voit bien qu'il n'y a pas de parole innocente et c'est bien le problème de Nicolas Sarkozy, que la fonction fait l'homme. Et donc, est-ce que vous diriez qu'il a été bon jeudi soir? Il a été président. Il a été beaucoup plus président que dans la plupart des interviews qu'il avait données jusqu'à présent. Si le plan de com, c'était d'obtenir ça, c'est réussi. Vous pensez qu'il a été bon, Véronique Auger? Je suis pas téléspectateur, j'étais acteur. Vous étiez trop dans le... Non, mais il était président. Je l'ai senti président. Je l'ai senti président. La dernière fois que je l'avais vu, quasiment, il était ministre. Et là, je l'ai retrouvé. Et effectivement, j'ai senti qu'il avait cette fonction, qu'il a endossée. Maintenant, dire s'il a été bon, qu'est-ce que ça veut dire bon? Convaincant. Moi, je crois que ceux qui veulent être convaincus le seront, et ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus, ils ne le seront pas. En tout cas, il a eu la possibilité de s'exprimer en long, en large et en détail sur pas mal de domaines, et c'était l'objectif. Est-ce que vous avez été bon, vous? Non, pas terrible. On a été meilleurs, franchement. Vous vous êtes trouvé meilleur? Ah oui, il y a des jours où on était meilleurs, oui. Non, mais attendez, en plus... Qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les cinq quand vous avez détaché le micro de la veste et que vous êtes sortis un peu des salons dorés? Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous? On a fait un débriefing de chacun des... Et alors? Et je crois que tout le monde s'est senti à la fois frustré. On s'est posé la question de savoir si réellement il était possible d'interviewer un président de la République en France. On s'est posé la question. Ça veut dire quoi? Vous dites que c'est pas possible d'interviewer un président de la République? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Si vous pouvez pousser, si vous avez le temps et le cadre, il n'y a aucun problème pour avoir... Et d'ailleurs, on l'a... Mais il n'y a que le tête-à-tête qui permet ça. Non, mais quand vous interviewez... Mais même tout dépend de la volonté du président. Est-ce qu'il veut se laisser faire? Est-ce qu'il veut se laisser emmener? Est-ce qu'il a envie? Ou est-ce qu'il est là pour passer un message, coûte que coûte, quelles que soient les personnes qui sont en face de lui? Alors, au début, il était là pour passer un message, et plus le temps s'est avancé, plus il est rentré dans l'histoire. D'ailleurs, moins on abordait des sujets conflictuels, faut dire, et plus il s'est donné. Bon, et voilà, on fait aussi avec le personnage qui est en face de nous. Merci Véronique Auger, merci Vincent Hervouet d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. À suivre le zapping, l'ITV Télé cette semaine, Patrick Sébastien, Eric Bayle. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries, notre télé des voisins, la Webzone et bien sûr notre invité. Et si c'était elle, la nouvelle star, Cindy Sander. Et sur le plateau de Plus Clair, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Patrick Sébastien et Eric Bayle, ils aiment autant le rugby que la télé. On regarde. Qui parle dans ton oreillette? Jean-Luc Delarue. L'émission à laquelle tu ne participeras jamais. Dans l'absolu, je crois qu'il ne vaudrait mieux pas participer à Faites entrer l'accusé. Alors par la tienne, quelle émission aimerais-tu présenter? Faites entrer l'accusé. Quel est ton rituel avant de passer à l'antenne? La clope. Des cigarettes. La dernière fois que tu as ri devant la télé? C'était lors du passage de la Flamme Olympique à Paris, mais c'était plutôt du tragicomique. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré devant la télévision? Devant un film de Rocco Siffredi. C'était quand la dernière fois que tu as ri devant la télé? Pareil. Quel est selon toi l'homme politique qui ferait un très bon animateur télé? Roselyne Bachelot, le journal du Hard. Chante-moi ton générique de télé préféré. La minute de Monsieur Cyclopède. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche?
Tania Young. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le mieux habillé? Plus classe quand même, je crois que ça reste toujours Michel Denisot. Avec quel animateur ou animatrice prendrais-tu une douche? Avec toi, Patrick, mais après un match de rugby, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Es-tu pour le retour de la moustache à la télé? Je ne suis pas pour le retour de la moustache, mais si un jour PPDA, Pernod, Pujadas voulaient rendre hommage à Freddie Mercury, je pense que ce serait drôle. Ouais. Quelle est selon toi l'émission la plus idiote du PAF? Le loto, je gagne jamais. Est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin? Je ne kiffe pas Ingrid Chauvin, mais je suis chauvin. Allez les bleus. Tu arrêtes la télé demain, tu fais quoi? Voyou. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta carrière? Rien, j'en ferai tout. Toutes les conneries, pareil. Tout pareil. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Patrick Sébastien dès ce soir sur France 2 à 20h50, Les Années Bonheur. Éric Bell, c'est également ce soir, mais sur Canal+, à 23h20 dans Jour de rugby. Des affiches géantes, des bandes annonces sur des sites internet dans le monde entier. La nouvelle série télé Scarlett est annoncée partout. Et si c'était l'histoire d'une héroïne qui n'existe pas? Si cette série n'était qu'une campagne de pub? Mais qui est donc Scarlett? Vincent Calvet a mené l'enquête. C'est en roulant sur le boulevard périphérique parisien qu'on a vu son visage pour la première fois, Scarlett. Ce personnage donne son nom à une nouvelle série télé. Voici la bande-annonce qui vient d'apparaître sur le net. Scarlett est dans la série une star de la télé qui cache un lourd secret. Things aren't always what they seem. Scarlett, the hit new TV series. Le problème, c'est que cette série vient littéralement de nulle part. Toutes les infos la concernant ne proviennent que de ce site web. On y voit des interviews du réalisateur David Nutter et de la comédienne et mannequin Natassia Malte. Apparemment, on en saura plus mercredi 30 avril lors du lancement mondial de cette série, mais on ne sait pas sur quelle chaîne. Bref, on a du mal à y croire. Scarlett est-elle vraiment un personnage de série? On a rendu visite à Alain Carazé. Cela fait 25 ans qu'il parle des séries télé. Il n'avait jamais entendu parler de Scarlett jusqu'à aujourd'hui et il est perplexe. Déjà, il y a plusieurs trucs qui ne collent pas. Tout d'abord, dans les photos de production de la série, il y a une photo de production qu'on a trouvée dans laquelle, regardez, ils ont un clap. Et la date du clap, c'est le 12-1-08. Alors, 12-1-08, si c'est à l'américaine, ça veut dire que ça a été tourné le 1er décembre 2008. C'est-à-dire que c'est pas encore tourné. En plus, si on regarde bien toutes les photos de production qu'il y a, je ne vais pas toutes les montrer, elles sont sur le site, elles sont toutes, et tous les extraits de tournage sont tous des extraits de séquences dans la bande-annonce. À croire qu'ils n'ont tourné que ça. S'il s'agit d'un fake, c'est-à-dire d'une fausse bande-annonce qui cacherait une vraie campagne marketing, quel produit pourrait bien nous vendre Scarlett? On a demandé à une journaliste de l'agence CB News, spécialisée dans le marketing, de se pencher avec nous sur la question. Non, une fausse série télé, moi, a priori, c'est la première fois que j'en entends parler. En l'occurrence, si c'est le cas, c'est pas mal foutu. Il y a pas mal de plans qui font penser à de la pub télé pour des shampoings, pour des après-shampoings, pour du cosméto. Autre théorie vue sur le web, ce site internet consacré à Scarlett aurait été mis en ligne par la société Agency.com, une agence de pub qui compte parmi ses clients un géant américain de l'industrie pharmaceutique. Scarlett cacherait selon certains une campagne de pub mondiale pour un lancement de nouvelles lentilles de contact. On a pu joindre l'agence responsable de la promotion en Europe de cette série télé et on voulait tellement connaître la vérité qu'on a signé un accord de confidentialité sans trop s'en rendre compte. Du coup, on ne peut plus rien vous dire, sinon qu'il ne s'agit pas de lentilles de contact. En fait, la solution était vraiment sous nos yeux depuis le début. Skins, la série trash et tendre sur le quotidien de plusieurs ados anglais, va faire peau neuve. Pour la prochaine saison, la production a décidé de changer la quasi-totalité des personnages. Ils sont donc à la recherche de nouvelles têtes, comme le prouve ce message de l'une des comédiennes de la série. Plusieurs grandes auditions ont déjà eu lieu dans différentes villes anglaises et des milliers de jeunes ont tenté leur chance, comme Dan. La semaine dernière, avec sa copine Jamie, ils ont pris la direction de Londres, histoire de voir s'il y avait un rôle pour eux dans Skins. Et ils ont décidé de mettre sur Internet quelques extraits de cette escapade. Je sais pas où il faut aller, on va demander à quelqu'un.
Ça fait 20 minutes qu'on est assis là, et comme vous pouvez le voir, la queue est de plus en plus longue. Vous êtes fan de Skins ? Moi, j'ai jamais rien vu de cette série. C'est bien ? Ça y est, on a passé l'audition. Ça a duré 1 minute et demie en tout. Ça s'est bien passé, je crois. Mais bon, on sait pas tant qu'ils t'ont pas rappelé. Alors Jamie et Dan feront-ils partie du casting de la prochaine saison de Skins ? Eh bien, on a envie d'y croire. Il se passe quelque chose d'étrange à la Nouvelle Star, comme si la machine avait bugué. La production est dépassée par un phénomène, et ce phénomène porte un nom, Cindy Sander, éliminée lors des castings, mais invitée mercredi soir à Baltar. Couverture de magazine, plateau télé, prime time, semaine de folie pour Cindy Sander. Alors, vraie star ou objet de curiosité, peu importe, elle est partout et ce n'est qu'un début. Le tourbillon médiatique, sa stratégie, ses projets, elle est venue nous en parler aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Cindy Sander d'être venue. Quel marathon média cette semaine, c'est la folie. Oui, ça va ? C'est la folie. Un peu fatiguée, mais ça va. Le prime, mercredi soir, la cerise sur le gâteau, le summum. Vous avez pensé à quoi à ce moment-là ? Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Déjà, j'avais pas peur avant le prime. J'étais complètement zen. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'avais pas peur du tout. Et au moment où on m'a installée sur les escaliers, là, j'avais l'impression d'être dans le corps d'Elvis. Mes jambes tremblaient et surtout que les gens criaient mon nom et tout. Donc ça m'a... Parce que j'avais très peur, j'appréhendais ce moment. Je me suis dit, je vais rentrer, les gens vont me huer, ça va se passer mal, le jury va me... Et puis non. Au passage, très bonne audience, 4,3 millions de téléspectateurs, plus 31% par rapport à la semaine dernière. Alors, est-ce que c'est l'effet Cindy ou pas ? Comment vous avez trouvé la réaction du public pendant votre chanson et juste à la fin de votre chanson ? Je m'attendais pas à autant. J'étais bien, je pense que ça s'est senti que j'étais bien, j'étais chez moi. Et la réaction du jury, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils vous ont pas dit grand-chose après la chanson. Moi, je pense que ils peuvent pas dire à l'antenne, on s'est trompé ou quoi. Vous pensez qu'ils se sont trompés ? Trompés, oui et non, parce que je me dis que je ne corresponds pas du tout aux critères de l'émission de cette année. Après, ils auraient pu me dire les choses autrement lors du casting, me dire tu corresponds pas, et puis c'est tout. Ils avaient été très 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 durs, on s'en souvient. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils vous fassent un peu des excuses ou un petit mot comme ça lors du prime à Baltar ? Non, des excuses, non. Quoique André s'est excusé. Sous la forme d'un poème qui André Manoukian, il en a rajouté un petit peu. Ouais. Mais bon, je veux dire, je veux pas d'excuses. On s'est vu après dans les coulisses, on s'est embrassés, on s'est dit salut, on s'est dit bonne chance. En tout cas, pour se rendre bien compte de ce tourbillon dans lequel vous êtes prise, on vous a suivi pendant une semaine. Les caméras de Plus Clair vous ont suivi. On va regarder ce que ça donne en images. C'est un reportage de Julien Dugast. On en parle juste après. Et l'histoire de Cindy Sander, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'était pas destinée à devenir célèbre. Ça avait mal commencé. Vous chantez comme au XXe siècle. Non mais vraiment, c'est terrible. L'histoire d'une recalée de la Nouvelle Star qui a réussi à séduire tous les médias. J'ai plus le temps de manger, j'ai plus le temps de dormir, j'ai plus le temps d'aller aux toilettes, je n'ai plus le temps de rien faire. L'histoire d'un buzz qui n'aurait jamais dû prendre, et pourtant. J'ai attendu ça 20 ans, donc j'ai pas à me plaindre. Jeudi matin, le lendemain de son passage à Baltar dans la Nouvelle Star, Cindy Sander n'a pas vraiment de temps à perdre. Tous les journalistes la veulent. Vous allez où, la Cindy ? À une émission de... Non, à Télé Loisirs. Je connais pas mon planning par cœur. Et après, une émission de télé, je crois. C'est une grosse journée. Une semaine chargée qui a commencé par un signal médiatique fort. Lundi, Téléstar lui dédiait sa couverture. Une inconnue en couve d'un hebdomadaire tiré à plus d'1 300 000 exemplaires. C'est un événement. On a fait des petits sondages pour vérifier sa notoriété. Et on s'est dit, on va la jouer en une. Parce qu'aujourd'hui, à part 1 ou 2 candidats à la Nouvelle Star, on connaît pas trop, on les a pas tous encore très bien identifiés. En tout cas, ils sont pas vraiment émergents. La seule qui émerge aujourd'hui, c'est elle. Mardi, Cindy était en direct chez Marc-Olivier Fogiel. Cindy, avant Baltar demain pour la Nouvelle Star, et Gaëtan. La fameuse Cindy Sander. Mercredi, évidemment, Madame Sander chantait sur le plateau de la Nouvelle Star. Le lendemain, interview pour le site internet de Télé Loisirs. Cindy a bien compris ce que cherchaient les journalistes. Là, elle balance la production de la Nouvelle Star pour elle l'inviter prochainement. J'ai la production qui m'a parlé donc après l'émission et qui m'a dit je pense que ce serait bien qu'on
compte à vide pour la finale à Baltar. Donc je me dis d'un côté, j'ai peut-être souffert, mais j'ai tout gagné au change. Elle a entendu ces 4 vérités de façon assez cinglante par un jury assez parisien et sûr de lui. Et finalement, elle réussit malgré tout à venir chanter en direct. C'est plutôt une jolie histoire. Donc on y croit aussi un peu, on a envie d'y croire. Pourquoi pas, ouais. Donc ça fait rigoler, mais en même temps, c'est plutôt une jolie histoire. C'est pas si pathétique que ça. Une jolie histoire médiatique donc. Jeudi soir, Cindy était au Grand Journal. Je voudrais quand même, du fond de mon cœur, remercier le grand et le petit journal. Parce que vous avez fait que le buzz continue. Merci. Et merci de croire en moi. Surprise, derrière cette surexposition, point d'attaché de presse. C'est Sébastien, son mari, qui a dû quitter son usine et sa chaîne de production pour s'improviser manager. Ah, c'est la folie. Là, on m'a appelé ce matin pour me dire comme quoi on a ouvert ma boîte à mail. On est à presque 300 emails. Je peux pas ouvrir parce que je suis pas chez moi, mais je m'imagine déjà ce que c'est. Ce sont des demandes d'interview. Et ça s'enchaîne. Téléma Télé sur TPS Star. Enregistrement pour le site de Yahoo. Sans oublier un rendez-vous pour finaliser Bienvenue chez les Sanders, une télé-réalité consacrée à Cindy qui n'a pas encore trouvé de diffuseur, mais il paraît qu'on se l'arrache. J'ai appelé aucun diffuseur, ils sont tous venus vers nous. Et puis les rendez-vous se sont enchaînés, vont s'enchaîner encore. Et voilà, ça s'est monté crescendo par rapport aux chaînes. On a commencé avec des chaînes effectivement câblées, TNT, maintenant RDN, et on est vraiment super contents. En exclu, voici un teaser de ce programme. Cindy Sanders de la Nouvelle Star. Réagis, Cindy Sanders. Cindy sait que ce buzz peut être de courte durée, du coup elle n'arrête pas et dit oui à presque tout. Les projecteurs. L'équipe de l'émission Tout à sur France 4 fait chanter Cindy entre 2 barres d'immeubles. Pas facile la vie de presque nouvelle star. Génial. Ça le fait, non? Mais Cindy joue le jeu, peu importe, pourvu que l'on parle d'elle. C'est peut-être ça d'ailleurs son astuce avec les médias. Les astuces médiatiques, c'est de bien savoir communiquer avec les journalistes, de leur proposer des petits scoops, entre guillemets, de bien jouer avec eux, mais c'est légitime, quoi. C'est rigolo, c'est plutôt amusant. Enfin, en tout cas, elle a bien pigé ça, c'est malin, et Cindy Sanders n'est pas si bête que ça. Quand on fait le bilan de la semaine, votre single Papillon de lumière a été signé chez M6 Interaction. Il sort en mai d'ailleurs. Vous êtes convaincu que ça va être le tube de l'été ? Dans ma tête, oui, j'aimerais bien. Et vous venez de signer, on l'a vu dans le sujet, pour une émission de télé-réalité. Bienvenue chez les Sanders. Pourquoi avoir accepté ce projet ? Alors c'est vrai qu'à la base, j'étais pas trop pour, parce que je me suis dit ça va revenir sur le thème Evangélie, etc. C'est-à-dire la moquerie, oui, voilà. le second et puis degré. même la même chose, refaire le même parcours. Et puis après, je me suis dit non. Je me suis dit, on va faire quelque chose de nouveau, on va faire une nouvelle télé-réalité. Et ce que je veux surtout dans ce programme, c'est montrer aux gens, voilà, je suis quelqu'un de très simple. Vous voulez faire une nouvelle télé-réalité, oui. Mais est-ce que vous pensez que les producteurs, eux, veulent faire une vraie télé-réalité nouvelle, ou simplement ils surfent sur le phénomène et... Quelque part, je sais pas là maintenant, mais je me dis que voilà, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est par ce biais-là, montrer aux gens, voilà, je suis une fille totalement simple, comme je le suis toujours. Si on remonte dans votre vie, dans votre enfance, c'est presque à la limite de l'obsession chez vous. Vous avez déjà fait une télé-réalité. En 2004, vous étiez avec votre mari l'un des candidats de chantier sur M6. Alors, est-ce que vous vous êtes pas trompé d'émission à l'époque ? Non, je l'ai fait pour me faire voir. Je le dis haut et fort, je l'ai fait. Mon mari m'a soutenue parce qu'il est là depuis 15 ans. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, voilà, ça va m'ouvrir les portes de la chanson. Eh ben non, oui, je me suis trompée d'émission. Oui. Donc ça n'avait rien à voir et il n'y avait pas de suite au niveau de la chanson. Donc tout pour être connu, ça marche pas forcément dans le sens l'école des fans, le casting de Mesdames, Messieurs avec Michel Fugain, la Starac, l'Eurovision, Popstar, vous avez tout essayé. Oui. Est-ce que être connu, être célèbre, c'est une drogue ? Moi, c'est pas le fait d'être célèbre, c'est le fait de pouvoir vivre de ma passion, d'être sur scène, partager du bonheur avec les gens. Et oui, c'est une drogue pour moi. Après les auditions de la Nouvelle Star à Strasbourg, où ça s'était pas bien passé, vous avez participé à Ça se discute chez Jean-Luc Delarue. Le thème, c'était célébrité, quel est le prix à payer. Alors pourquoi, là, participer à ce genre d'émission après les auditions ? Ça servait à quoi ? Moi, on m'a contacté et puis voilà, je me suis dit que le thème de l'émission allait bien avec ce que j'étais en train de vivre.
Et non, moi je regrette pas du tout d'avoir fait cette émission. Pour moi, je pense que cette émission juste avant la Nouvelle Star a fait aussi beaucoup. Donc les gens se sont rappelés de moi. Donc c'était un petit lien, ouais. Donc mais moi je ne regrette pas. Vous avez gagné la partie ou c'est pas fini? Je dirais que j'ai déjà gagné une petite partie. Bonne chance. Merci beaucoup. Cindy Sander, en tout cas, pour la suite. On va passer à notre Télé des voisins, une émission pour enfants qui parle de la cigarette. La BBC l'a fait. Pour pousser les adultes à arrêter, la chaîne diffuse depuis quelques jours une émission de télé-réalité où plusieurs familles se retrouvent dans la même maison avec des enfants qui imposent leurs règles. Quand les plus jeunes font la loi, voilà ce que ça donne. Vincent Calvet. Bienvenue dans The Smokehouse. Ici, ceux qui font la loi, ce sont les enfants. Ils peuvent donner des punitions à leurs parents et leur faire à peu près n'importe quoi. Normal, c'est pour de bonnes raisons, car le principe de The Smokehouse est le suivant. It's a quit smoking course where the kids are in charge. The Smokehouse est diffusé l'après-midi sur la BBC depuis le mois dernier. Il s'agit d'une production en démol. Pas étonnant donc qu'on ait un peu l'impression de regarder un programme de télé-réalité. La preuve avec cette séquence qui semble tout droit sortie de l'île de la Tentation, sauf que là, les animateurs montrent aux enfants que leurs parents s'en sont grillés une. How do you feel, Charlotte, seeing Dad smoke there? I don't know, it seems weird to know that, like, he's walked downstairs and everything and just, like, without me knowing that he's been doing it. Et pour les punir, les jeunes ne manquent jamais d'imagination. You have to go around the area picking up all the cigarette butts. I think it was funny. I think he did deserve it. Punir les parents fumeurs, ça peut faire sourire les enfants, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution, même pour les anti-tabac. Je pense que c'est pas bien pour la fille, c'est pas bien pour le père, et c'est pas bien sur l'image des fumeurs. Les fumeurs ont tous déjà un peu honte de fumer. Les fumeurs voudraient tous déjà s'arrêter. Le principe de ce show joue sur l'inversion des rôles parents-enfants, l'occasion de situations plutôt burlesques, comme lorsque cet ado force son père à lui montrer où il a caché ses cigarettes. Autre séquence, cette fois les parents doivent passer des épreuves physiques avec leur enfant comme supporter. Imagine you can do it! Et là, s'il n'est pas question de cigarettes, on est déjà plus dans la prévention. Tous les mécanismes qui sont positifs, tu peux le faire, tu vas y arriver, ça c'est possible, mais si tu peux, etc. Ça, c'est des renforcements positifs qui sont tout à fait favorables à l'arrêt du tabac. Comme toute émission de télé-réalité qui se respecte, à la fin, tout le monde se retrouve. Il s'agit là de voir combien de cigarettes ils ont fumé depuis le début de l'aventure. Alors, le père de cet ado a-t-il été un bon élève? Really proud, that's really good. Well done. Ici, tous les coups sont permis pour convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer. La preuve, utiliser des enfants dans un programme de télé-réalité, ça n'a dérangé personne. Hillary Clinton qui se prend pour Rocky Balboa, c'est le dernier épisode de la guerre qui fait rage sur le net entre les deux candidats à l'investiture démocrate dans la présidentielle américaine. Une femme en champion de boxe, forcément, ça n'a pas laissé les partisans de Barack Obama insensibles. Déferlante de clips parodiques résumés par Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Mardi, Hillary Clinton l'emportait contre Barack Obama dans la primaire démocrate de Pennsylvanie. As long as you'll stand with me, I will always get right back up. Un succès décroché après un combat où le net s'est transformé en ring. Début avril, Hillary Clinton ouvre les hostilités dans un meeting en se comparant à Rocky Balboa. Rocky and I have a lot in common. I never quit, I never get up, and I know that we're going to make it together. Les partisans de Barack Obama contre-attaquent immédiatement sur le net avec cette vidéo. Et le web s'emballe, les clips se multiplient avec toujours le même thème, la boxe. I may be thin and wiry, but I'm tough. Finalement, c'est donc Hillary Clinton qui l'a emporté au point en Pennsylvanie. Mais ce que les candidats démocrates ont oublié, c'est leur rival républicain John McCain, qui lui aussi a fait appel à l'esprit de Rocky dans un clip diffusé sur son site dès le mois de janvier. Mieux, McCain a même reçu le soutien du maître. I like McCain a lot. Dun, dun. À part ça, dans la webzone, une nouvelle web télé est apparue cette semaine. Longevity TV s'adresse aux 20% de Français qui ont plus de 60 ans, avec un leitmotiv, rester jeune même quand on est vieux. Sur le site, des interviews de people matures mais super sympas quand même.
Je me sens jeune dans mon esprit, dans ma tête. Pour moi, le temps n'a aucune espèce d'importance. Et surprise, parmi les personnalités qui donnent leurs conseils pour mieux vieillir, on trouve la maman du président de la République. Il y a plusieurs choses importantes. C'est avoir un chien. Ça, c'est très très important. André Sarkozy n'est pas là par hasard. C'est son fils qui dirige Longevity, François, le frère cadet du président. Merci de recevoir longevityv.com. Autre éminence grise du site. Je suis François de Labrosse. Le conseiller de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle et le créateur de la web télé de l'Élysée. Après Pierre, le fils producteur remarqué sur MySpace, François, donc le frère et sa web télé. Et Sarkozy, une grande famille multimédia. Enfin, dans la webzone, Tetris, le jeu vidéo le plus vendu au monde, excite toujours autant les internautes. On connaissait le Tetris humain ou le Tetris géant sur la façade d'un immeuble. Voici maintenant le Tressling, un mix de bras de fer et de Tetris inventé par un graphiste new-yorkais. Un duel pour lequel il faut être plus fort que son adversaire pour contrôler les pièces du jeu. La vidéo a été visionnée plus de 60 000 fois, de quoi donner des biscottos aux fans de jeux vidéo. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr à samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.